Je me présente, je suis Anne Grouzel, directrice générale donc, de l'I2EPI, l'Institut européen entreprise propriété intellectuelle. Nous formons les entreprises, les organisations publiques, privées aux aspects stratégiques, économiques de la propriété intellectuelle. Et aujourd'hui, mon petit défi pendant 25 minutes, c'est court et c'est long à la fois, c'est qu'ensemble on puisse faire un petit pas de côté sur la propriété intellectuelle et qu'on puisse se dire, tiens, cultivons ensemble notre réflexe pays pour dynamiser l'innovation et la croissance de nos projets. Alors, 30 minutes, 25 minutes, vient de me dire Jean-Baptiste, pour dépasser les idées reçues et mobiliser des clés de lecture pour cultiver le réflexe pays dans son champ professionnel. Ce qui n'est pas facile quand on parle de pays, c'est que là, vous êtes, allez, au doigt mouillé, petite trentaine. Sans doute que parmi vous, il y a des entreprises, des chercheurs, des scientifiques, des ingénieurs. Peut-être que parmi vous, il y a des gens qui sont plutôt à l'aise avec la propriété intellectuelle, et puis d'autres un peu moins. Donc c'est un sujet qui est quand même assez complexe, puisqu'on a tous un niveau de connaissance différent. Voilà mon défi pour aujourd'hui. Alors, palmarès des idées reçues. En général, la propriété intellectuelle traîne dans sa rivière beaucoup d'idées reçues. C'est complexe, la propriété intellectuelle. C'est pour les juristes, c'est anti-collaboratif, c'est coûteux. Et puis, c'est pour les grandes multinationales, c'est pas pour moi. Moi, je suis trop petit. La propriété intellectuelle, c'est pour ceux qui ont de l'argent. Donc, en fait, l'idée, c'est de dépasser un petit peu ces idées reçues aujourd'hui. Et on va commencer par poser quelques petites questions très simples. Donc, en fait, simplement, vous avez une couleur, vous la gardez dans votre tête. À votre avis, combien de brevets ont été déposés en France en 2022 ? 5 000, 15 000, 25 000 ou 35 000 ? Donc, en réalité, la bonne réponse est la bleue. 15 000 brevets français ont été déposés en France en 2022. Mais attention, là encore une fois, ce sont des idées reçues. Ça ne suffit pas de dire 15 000 brevets ont été déposés en France, donc à l'INPI, qui est l'Office français des brevets. Au total, en France, en 2022, 54 300 brevets français ont été déposés dans le monde. Vous avez vu, je vous ai fait un petit diagramme là. Alors, hop, le pointeur. Donc, un quart de ces brevets, des 54 300, c'est la France. Puis on a déposé aux États-Unis, puis on a déposé à l'Office européen des brevets, puis on a déposé en Chine et un peu au Japon. Et comme je vous l'ai écrit ici, en fait, c'est le Pareto qu'on connaît très bien. Finalement, 80% de nos brevets sont dans 5 offices et les 20% restants sont dans 78 offices. Et j'aime bien cette statistique que j'avais recalculée un jour. C'est en fait, là, pendant que je vous parle, il y a un brevet toutes les 10 secondes qui est posé dans le monde. J'ai rapidement calculé, je crois que pour le temps de cette conférence, ça fait 1800 brevets. Et en Chine, c'est 1 toutes les 20 secondes. Et pour nous donner un peu le vertige, parce que la propriété intellectuelle, elle existe quand même depuis le XVe siècle, avec, pour ceux qui connaissent l'histoire, Venise. Et en fait, sur 3 siècles, ça a été 6 par an, de 1474 à 1788. Et aujourd'hui, effectivement, on est passé de 6 par an à 1 toutes les 10 secondes, ce qui donne vraiment le vertige. Donc le soleil ne se couche jamais sur les brevets. Maintenant, autre question, autre idée reçue, autre a priori, le coût initial d'un brevet dépend de sa complexité. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Je vous laisse garder en tête, à votre avis, la réponse. Eh bien non, c'est faux. N'importe quel brevet que vous déposez à l'INPI, à l'OEB ou dans n'importe quel office, en réalité, le coût ne dépend pas de la complexité, il va dépendre de votre stratégie. Et moi, ce que je vous propose là, c'est de penser... Oh, pardon, excusez-moi. Toc. C'est de penser, en fait, les 4 stratégies. Il s'agit d'une stratégie territoriale, une stratégie séquentielle, une stratégie opérationnelle et une stratégie d'impact. Territoriale, pourquoi ? Parce que je peux choisir effectivement de déposer exclusivement à l'INPI. On l'a vu tout à l'heure, 15 000 brevets français déposés en France. Si je choisis de déposer exclusivement à l'INPI, c'est parce que je veux d'abord, parce que c'est quand même un peu coûteux, on le verra juste après. Puis je me dis, je vais commencer par la France, je vais tester mon innovation, mon invention, je vais tester mon brevet, et je verrai après si je vais plus loin. Je peux décider aussi de le déposer directement donc, sur le territoire européen,
Là, vous le savez, vous avez les brevets européens et les brevets à effet unitaire avec dorénavant la JUB, qui est la juridiction unifiée des brevets, qui permet, grâce à la JUB, maintenant de déposer votre brevet en Europe, un seul titre, une seule annuité. Là où le brevet européen, c'était autant de titres que d'annuités pour 5, 10, 15 pays européens dans lesquels vous posez votre brevet. Et puis, je peux aussi décider de le déposer de manière mondiale, en passant par le Patent Cooperation Treaty. Et là, effectivement, vous déposez votre brevet. On l'a vu juste avant. Je reviens juste en arrière. Je ne sais pas ce qu'il faut que je vise, en fait, mais on va dire que je dois viser l'écran. On l'a vu ici. Les brevets français ont été déposés en Chine, au Japon, aux États-Unis et effectivement pour beaucoup aussi dans différents pays. Donc, selon le choix que je fais de stratégie territoriale, le coût va être différent. Pareil, selon le choix que je fais de stratégie séquentielle, le coût sera différent. Vous le savez, les brevets, c'est une durée de 20 ans. Eh bien, globalement, voilà, je peux aussi décider de poser mon brevet, mais à un moment donné, les annuités, si je ne les paye pas, ça arrive aussi, ou je passe en licensing ou des choses comme ça. Et ensuite, il y a la stratégie opérationnelle, c'est comment je vais procéder, et la stratégie d'impact, quel marché je veux effectivement pénétrer avec mon brevet. Ensuite, ici, vous avez la structure des coûts, parce que souvent on dit le dépôt, ça coûte cher. Le dépôt, c'est en bleu. Ça, ces données-là, c'est les données moyennes, en réalité, sur INPI, OEB et le PCT. Donc globalement, le dépôt en lui-même ne coûte pas cher. Ce qui coûte cher, c'est le conseil. Donc effectivement, mieux vaut être accompagné quand on veut poser un brevet pour avoir un conseil, par exemple, d'un conseiller en propriété industrielle. Puis après, ce qui va coûter, ce sont les annuités. Donc vous voyez, là aussi, alors globalement à l'INPI, le dépôt en lui-même, ici, c'est environ 700 €. Et comme je le dis après, ça dépend, voilà, quelle est votre stratégie territoriale et votre stratégie séquentielle. Ensuite, une autre question, combien de brevets ont été déposés aux États-Unis en 1883 ? 5 000, 15 000, 25 000, 35 000. Je vous laisse imaginer la couleur qui vous semble correspondre le mieux à ce que vous pensez être la bonne réponse. 35 000. Je ne sais pas si quelqu'un avait trouvé. 35 000 brevets déposés en 1883 aux États-Unis. Et là, ce qui est intéressant ici, 1883, 2021, et vous voyez ici les 5 principaux offices, les 5 premiers offices sur lesquels les brevets sont déposés, d'accord ? Et donc vous voyez effectivement ce qui est assez pareil, une idée reçue. Je vous aurais demandé depuis quand on dépose des brevets à l'Office du Japon, peut-être que vous m'auriez dit depuis 30 ans. En réalité, depuis 1896. Et vous voyez ici, les États-Unis, donc la courbe grise, le Japon, la République de Corée, l'Europe, bien sûr, avec l'avènement européen, et ensuite la Chine. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est que déposer un brevet ne veut pas dire obtenir un brevet. Et là aussi, c'est une idée reçue qui a la dent dure, c'est qu'en réalité, on va appeler ça le taux de délivrabilité des brevets. Donc je vous ai repris ces 5 courbes pour vous montrer ça. Le taux de délivrabilité pour les 5 premiers offices depuis 1883. On verra après, en fait, toutes ces données-là, on les récolte sur le site comme le site du WIPO avec des datasets. Ces graphiques, en fait, je les ai faits à partir de tableurs Excel et de tableaux croisés dynamiques. Tout est accessible. C'est intéressant de le dire aussi parce que l'information sur la propriété intellectuelle est une information qui est globalement, en général, accessible à qui veut aller la chercher ou doit aller la chercher. Et là, on va voir effectivement le taux de délivrabilité. Donc la moyenne que vous voyez ici pour chacun des offices et la moyenne sur les 10 ans, 2012-2022. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate que déposer un brevet ne veut pas dire l'obtenir. Puisqu'en réalité, vous voyez ici, la barre jaune correspond aux 50%. Donc vous voyez qu'en fait, la Chine, on l'a vu là, tac, le retour en arrière ne marche pas toujours facilement. On l'a vu ici sur la Chine. Alors oui, on pourrait se dire, les Chinois, ils déposent beaucoup de brevets. Oui, mais il faut le mettre en corrélation avec le taux de délivrabilité qui, lui, est inférieur sur les 10 dernières années à 50%. Donc ça, c'est intéressant. Et de fait, on peut se poser la question de se dire, mais alors comment je fais pour m'assurer de la délivrabilité de mon brevet ? Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, c'est coûteux quand même de déposer,
de se faire conseiller, de réfléchir à stratégie territoriale, séquentielle, opérationnelle, sa stratégie d'impact. Donc tout ce travail-là en amont, en fait, à un moment donné, il faut se dire, on ne va pas le faire pour rien. Donc finalement, pour bien mesurer sa délivrabilité, il faut pouvoir aussi avoir une approche, on va dire, presque scientifique. Donc on va y venir juste après cette diapo. Les brevets freinent le partage des connaissances scientifiques. Vrai ou faux? Alors, je vous laisse imaginer la couleur qui vous semble être la plus vraie pour vous. En réalité, évidemment, c'est faux, puisque du coup, ça aussi, c'est une chose qu'on sait ou qu'on ne sait pas. Mais moi, aujourd'hui, en tout cas, je suis là pour essayer aussi de vous, de vous redonner un petit peu des éléments et des outils, des clés de lecture, vous aider à construire ces clés de lecture pour faire réflexe au niveau de la propriété intellectuelle. À l'heure où je vous parle, vous avez une accessibilité à des centaines de millions de documents sur les principaux outils que vous voyez là, que vous connaissez certainement dans la salle, EspaceNet, PatentScope, Google Patents, JPLAPLAT, USPTO, donc le Patent Trend Office des États-Unis, l'INPI France. Et donc, tout ça, ce sont les bases brevets. Et en fait, n'importe quel brevet est publié sur ces bases. Donc, des centaines de millions de documents, un accès totalement gratuit. Vous pouvez faire des recherches par mots-clés, par filtre, par classification de brevets, on va y venir juste après, par nom d'inventeur, par entreprise, etc., etc. Vous pouvez télécharger les PDF, vous pouvez vous faire des alertes personnalisées, vous dire, moi, tiens, j'innove dans tel champ technologique, dans tel domaine particulièrement. Moi, je veux avoir des alertes. Quand il y a un brevet qui est déposé sur mon champ technologique, je veux pouvoir avoir une alerte, parce que ça va m'aider aussi à imaginer, tiens, est-ce que la personne a déjà déposé un brevet sur ce sur quoi je suis en train de travailler? Et ça, on revient juste avant au taux de délivrabilité. C'est-à-dire qu'effectivement, pour avoir un très bon taux de délivrabilité, il faut pouvoir faire ces recherches en amont. Donc, des centaines de millions de documents à jour, en temps réel, sur les bases brevets mondiales. Et encore, je ne vous ai pas mis toutes les bases brevets ici. J'ai mis les principales. Et puis vous avez aussi des sources documentaires accessibles, je l'ai dit tout à l'heure, sur le site du WIPO par exemple. Vous avez la possibilité, chaque année, de pouvoir aller chercher le Global Innovation Index ou les indicateurs annuels. D'accord ? Alors en papier, bien sûr. Alors le Global Innovation Index, je vous invite vraiment à aller le chercher, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. C'est 400 pages, une mine d'or, d'éléments et de documents et d'informations sur, je dirais, l'état de l'innovation au niveau mondial. Et là encore, vous avez le PDF, mais vous avez tous les datasets qui sont disponibles. Et donc, les datasets qui vous sont donnés, excusez-moi, donc les datasets, je perds ma voix, dis donc. C'est que vous êtes assez impressionnant dans le noir, comme ça. Juste avant moi, ils étaient 3, c'est pas facile de repasser après toute seule. Bon. Donc les datasets, vous pouvez vous construire vous-même des clés de lecture de manière annuelle. Et donc je vous montre ici 3 cartes thermiques, d'accord ? On va juste rapidement les survoler pour voir à quoi elles correspondent. Comme vous le savez, ou comme vous ne le savez peut-être pas, il existe au niveau mondial une classification internationale des brevets qui classifie les brevets par 35 grands champs technologiques. Donc là, vous voyez les grands champs technologiques qui sont ici. Donc évidemment, vous avez les champs technologiques sur le génie civil, sur les télécommunications, la chimie, la pharmacie, etc. etc. Le premier dataset qui est ici, on va faire un focus dessus. Vous pouvez, depuis votre chambre, votre salle à manger, votre salon, votre bureau, vous construire, ça c'est une chose que j'ai construite pour vous ce matin, vous pouvez vous construire la carte thermique qui représente la répartition des dépôts de brevets par champ technologique par pays, en pourcentage. Donc là, qu'est-ce que vous voyez ? En clair, alors évidemment, il faut juste prendre du recul et voir ce qui est en rouge. Si on prend par exemple ici la Chine, on voit que, entre guillemets, pardon de le dire comme ça, elle met le paquet sur les computers. Si je prends la Russie, on voit qu'elle met le paquet sur le génie civil. On voit que ici, par exemple, la France, nous, on met le paquet sur le transport.
Qu'est-ce que ça veut dire cette carte? Attention, je vous le redis bien, c'est le pourcentage de dépôt de brevets par champ technologique. D'accord? Et donc, c'est un vrai éclairage et c'est un vrai marqueur d'innovation et de stratégie nationale. Donc là, je vous ai pris quelques pays, c'est très très intéressant. Finalement, quand on regarde les plus gros pourcentages, finalement c'est 11,3, 11,7, là, l'Allemagne, le transport aussi, d'accord. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir finalement certaines colonnes qui peuvent être, par exemple, très, comment dire, très vertes, quoi. Où nous, par exemple, en France, à part les transports, on a finalement une stratégie d'innovation nationale qui est relativement équilibrée. Puis on va avoir d'autres pays qui ont des stratégies beaucoup plus volontaristes sur certains champs technologiques. Une deuxième carte thermique, j'ai retrouvé ma voix. Une deuxième carte thermique, c'est celle-ci. Là, c'est la carte thermique de la répartition des dépôts de brevets par champ technologique par entreprise. Ça, c'est pareil, c'est accessible sur les datasets du WIPO. Et bien là, vous avez, par exemple, je vous ai mis plusieurs entreprises, on retrouve à nouveau les 35 champs. Et là, vous avez Huawei et Samsung. Alors, quand on est responsable ou directeur de l'API chez Huawei ou Samsung, c'est intéressant d'avoir ça. Et de se dire, tiens, qu'est-ce qu'ils font Samsung? Sur quoi ils déposent des brevets? Et donc, vous voyez ici, effectivement, Huawei, 43%, là, ils misent tout sur les communications digitales. Alors que Samsung, finalement, ils ont plus un mix stratégique. Et ils vont être particulièrement sur les computers technologies. IBM, par exemple, computer technology. Vous voyez? Là, Canon sont beaucoup sur les optiques. Troisième carte thermique, et dernière, pour les chercheurs et les scientifiques qui sont dans cette salle, ça peut vous intéresser. Le WIPO vous donne le dataset qui vous permet d'avoir la répartition des dépôts de brevets par champ technologique, par université, par organisme public de recherche. Donc là, vous avez le CEA, le MIT par exemple, l'Université de Californie, la Tokyo Université, là, ici, l'organisme de recherche coréen sur l'électronique et les télécommunications. Et là, pareil, carte thermique, vous voyez que par exemple le CEA, c'est sur les semi-conducteurs qu'on a la plus forte concentration de dépôts de brevets. Vous voyez que par exemple, en Corée, la plus forte concentration, ça va être sur les computers technologies et communication digitale. Donc ça, c'est des clés de lecture qui sont essentielles pour pouvoir déterminer, là encore une fois, comme je l'ai dit ici, on est là sur un révélateur mondial de la recherche appliquée. Là où pour les entreprises, on était effectivement sur un révélateur de domaine d'activité stratégique. Et donc tout ça, ça nous donne le top 15, vous l'avez également dans le G2I, dans le Global Innovation Index, vous avez le top 15 des nations qui innovent. On n'est pas très loin quand même, on est en dessous de la barre du top 10, mais on est 12e. Alors vous avez vu, on oscille, 12, 11, 12, 11, mais on n'est quand même pas très très loin. Et évidemment, les grands gagnants sont la Suisse, la Suède et les États-Unis. Et ce qui est intéressant de voir ensuite, c'est ça. Alors, le G2I se construit avec des dizaines et des dizaines et des dizaines d'indicateurs. Mais je vous ai ici récolté les indicateurs les plus intéressants par rapport à la recherche scientifique, appliquée par exemple. Et ici, tous les indicateurs sur le knowledge. Et donc finalement, je vous fais une proposition de lecture avec l'idée de dire, voilà ce que ça mesure, voilà le lien direct avec la propriété intellectuelle. Donc je rappelle que nous, dans le G2I, on est 12e. Et les premiers sont la Suisse, deuxième Suède, troisième États-Unis. Et finalement, vous voyez ici les 6 indicateurs que vous voyez là, 5 indicateurs. Knowledge creation, dans le G2I, c'est la capacité à produire des nouvelles connaissances et innovations. Finalement, le lien direct avec l'API, c'est le brevet. Le knowledge absorption, c'est la capacité à intégrer des connaissances et technologies externes. Le lien direct avec l'API, c'est le licensing, les partenariats, les accords de consortium, les contrats de R&D public-privé, la négociation, la veille brevet, on en a parlé tout à l'heure sur les bases brevets. D'où les nécessités, effectivement, d'organiser sa veille brevet. Le knowledge diffusion, c'est la capacité à diffuser, transférer, commercialiser les connaissances, c'est le transfert de technologie. Donc c'est bien les liens public-privé. Le knowledge impact, là c'est quel impact la création de connaissances et la création de valeur a sur ma société, sur mon pays, sur ma nation. Donc là c'est la valorisation, c'est l'audit pays, entre autres. C'est une proposition, mais il faudrait qu'on l'étoffe davantage encore. C'est une clé de lecture que je vous donne aujourd'hui. Et enfin, puis bon, je n'ai que 25 minutes, donc, puis il m'en reste plus que 4, mais j'ai presque fini. Et enfin, les travailleurs de la connaissance. Dans le G2I mondial, ça évalue en fait la task force dédiée, en fait, tout le capital humain mobilisé sur l'économie de la connaissance. Et là, effectivement,
en lien avec la propriété intellectuelle, c'est peut-être aussi tout ce que vous mettez en place de formation continue pour continuer de vous former et d'améliorer vos connaissances et vos compétences en propriété intellectuelle. Et vous voyez effectivement le classement 1, 2, 3 pour chacun des items, puisqu'il y a le classement général, et ensuite par item, on voit quand même popper des pays qui ne sont pas dans le classement global. Donc pour conclure, l'API, boussole incontournable de la stratégie d'innovation. Pourquoi ? Parce que ça vous aide à protéger vos innovations et à valoriser vos actifs. Parce que ça stimule les partenariats et les alliances stratégiques. Aujourd'hui, on ne fait plus de la propriété intellectuelle tout seul. Aujourd'hui, il y a du partenariat, il y a du transfert de technologie, il y a de la valorisation, il y a du licensing. C'est aussi, bien sûr, source d'avantages concurrentiels. Vous l'avez vu tout à l'heure, Huawei, Samsung. L'API peut être un vrai déterminant par rapport à votre positionnement concurrentiel, notamment dans les océans rouges. Et enfin, c'est un outil de gestion des risques. Et là, on va être sur tous les aspects de litige, de contrefaçon, entre autres. Donc, voilà, j'ai presque terminé. Nous, I2EPI, nous formons en fait à tout ça. Donc avec un catalogue de formation, une centaine de stages inter, des formations sur mesure aussi pour les entreprises, les organisations publiques, privées. On a de grands partenariats avec des universités notamment aussi pour les former sur tout le transfert de technologie, la maîtrise des fondamentaux de la propriété intellectuelle. Nous avons un master SPI qu'on a depuis maintenant 2005 et puis un master KTT Knowledge Transfer Technology qu'on vient de lancer. Un cycle valorisation transfert de technologie, un cycle pays et licensing des logiciels, un serious game. Et puis, on organise aussi des conférences et des webinaires, et notamment demain soir, un webinaire gratuit, accessible à toute personne souhaitant s'inscrire, depuis notre site sur l'IA Act, qui est là aussi une actualité très brûlante pour le monde de la propriété intellectuelle. Je vous remercie de m'avoir écouté. Peut-être y a-t-il des questions. Vous pouvez nous retrouver aussi au deuxième étage, sur la table 130, toute l'après-midi, si vous avez des questions ou si vous voulez qu'on complète cet échange. Merci de votre écoute. Merci à vous. Pas de questions ? Ah, oui ? Ouais. Alors, je vais répéter votre question pour ceux qui ne l'auraient pas entendu. Qu'est-ce qui fait dans le G2I que la Suisse ou la Suède se trouvent premier du classement ? Alors, pour tout vous dire, vous avez à peu près une centaine d'indicateurs, d'accord ? Et je ne les ai pas tous mis parce qu'aujourd'hui, il fallait faire un choix. Mais la Suède, notamment, a une vraie politique volontariste, justement, dans tout ce qui est le transfert de technologie, le partenariat. Elle est très, très bien classée, par exemple, sur ce qu'on va appeler les innovation linkages, les liens d'innovation, qui permettent de déterminer, grâce au G2I, la densité, dans des clusters d'innovation, des collaborations privées-publiques. Là où d'autres pays sont moins bons. Je prends un autre exemple, par exemple, sur les clusters d'innovation ou encore une fois sur, par exemple, les dépôts de brevets ou même sur la brevetabilité. Donc, encore une fois, je vous invite vraiment... Alors, ce qui est intéressant dans le G2I, j'ai encore 43 secondes pour vous le dire, 400 pages, 364, je crois, de mémoire. Vous avez à la fin de ce document PDF chaque nation, alors 135 nations, où vous allez retrouver la fiche d'identité de chaque nation avec les principaux indicateurs, et vous verrez en fait le classement. Si vous allez sur la Suède, vous voyez qu'elle est donc deuxième, et vous voyez en fait ses principaux indicateurs ensuite sur cette page-là. Et vous pouvez faire des comparaisons. Ça, c'est sur le PDF. Mais vraiment, pour ceux qui sont à l'aise avec Excel, je vous invite à exporter et télécharger les datasets qui vous permettront de pouvoir croiser vos données à gré. Oui, 8 secondes. Oh, alors, la propriété intellectuelle, c'est la propriété industrielle, d'accord, brevet, marque, dessin, modèle. Et de l'autre côté, la propriété littéraire, artistique, droit d'auteur, etc., etc. Et en fait, souvent, on dit propriété intellectuelle pour englober tout ça, mais pour les plus puristes, propriété industrielle côté brevet, propriété littéraire, artistique côté, effectivement, droit d'auteur, copyright, etc., etc. Et j'ai terminé, je vais me faire chasser de la scène. Merci encore à vous pour votre écoute. Bonne journée, merci.